Ouais. C'est parti. Alors, je vais admettre tout le monde. Bien, bonjour. Oh, on entend un bébé, mais c'est pas grave. Bonjour. Désolée, excusez-moi. Il y a pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je pensais avoir fait l'inverse, en fait, couper le micro et arrêter et mettre la vidéo. Il n'y a pas de souci. On va attendre que tout le monde se connecte bien. Bonjour Jean-Aurel. Bonjour Monsieur Hakim, vous allez bien? Allez-vous? Au top, toujours. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. On est enregistré de toute manière, donc ça permettra euh, de voir. Alors, si vous pouvez mettre les caméras, ça permet de mieux interagir, hein. C'est toujours plus agréable que d'avoir juste des noms. Après, vous n'êtes pas obligé, évidemment. Euh, on démarre pour un petit moment. On va essayer de voir ensemble ce qu'est le master, histoire du droit et des institutions, parcours culture juridique, et répondre aussi à vos questions. On va prendre le temps pour ça, il n'y a pas de souci. Il y a parmi vous trois étudiants actuellement du Master 2. Je tenais à ce qu'ils soient là parce que ça vous permettra de poser des questions en direct aussi à eux, qui n'est pas que moi qui parle. Et attendez, excusez-moi, il faut que j'accepte des gens parce que tout le monde n'est pas accepté. Alors, hop, voilà, ok. Donc, alors, pour faire simple, hein, je ne suis pas là pour placer un produit, vendre un produit, on est d'accord. C'est pas du tout l'objet. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ entre 150 et 220 candidatures au master 1 et 2. Mais ce qui vous intéresse, c'est d'entrer en master 1. Et donc, ce qui est important pour vous, c'est savoir, je pense, comment monter votre dossier, ce qui est demandé dans le dossier précisément, quel est le cursus, quels sont les débouchés, écoutez les actuels étudiants, puis après on posera des questions, hein. Ça vous fait à peu près le planning de ce qu'on va faire ensemble. Donc, on va commencer par le dossier, parce que c'est ce qui vous préoccupe immédiatement. Quelle est la procédure? Ah, vous savez, c'est une nouvelle plateforme monmaster.fr qui centralise toutes les données. Alors, vous avez vu ça, hein, ça je vous laisserai aller voir directement sur le site. C'est pareil pour tous les masters, donc il faut bien regarder comment c'est fichu. Moi, je vais vous dire sur quoi je vais insister quand je vais sélectionner les dossiers, parce que c'est ça qui est important. Moi, j'insiste beaucoup sur la lettre de motivation. Alors, pourquoi la lettre de motivation? Parce que je demande une cohérence. Alors, pas une cohérence forcément du parcours. Vous savez, le truc, depuis que je suis tout petit, je rêve d'entrer dans votre master, j'en rêve toutes les nuits. Bon, ça, c'est des bêtises, on est d'accord? J'y crois pas 2 minutes, ça marche pas, hein. Ce que j'appelle la cohérence, c'est pas forcément que vous soyez depuis la première année jusqu'au master parfaitement cohérent, c'est-à-dire ayant pris les mêmes choses. On peut aussi, vous voyez, changer d'avis, découvrir une matière. Ce que je veux dans l'aide de motivation, c'est que vous expliquiez en fait pourquoi vous candidatez à ce master-là en particulier. Est-ce que ça a un sens pour vous? Est-ce que ça s'inscrit, je dis n'importe quoi, hein, vous avez toujours pris les matières d'histoire du droit par exemple et ça vous intéresse beaucoup depuis la première année. Mais dans ce cas-là, il faut le dire. Il faut aussi donner vos notes, hein, je y reviendrai tout à l'heure. Mais il faut, comment dire, expliquer ce que vous entendez faire avec. Et parfois, on ne sait pas. D'accord? Donc moi, c'est très clair hein, là-dessus. Je pense que tous les étudiants ne savent pas exactement ce qu'ils veulent depuis la première année. Ça, c'est des bêtises. Maintenant, il faudrait savoir ce qu'on veut faire depuis le lycée. Moi, je trouve que c'est complètement aberrant. Quand on est au lycée, on est un gamin, on demande déjà de choisir des matières, des spécialités, alors qu'on ne sait pas, on connaît rien à rien, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Bon, bref. Donc, c'est pas ça que je veux, hein. Je veux pas que vous vous racontiez que depuis tout petit, vous voulez devenir historien du droit. C'est évidemment pas ça le truc. C'est pourquoi il y a pour vous un intérêt à aller dans ce master, en quoi ça entre en résonance avec vos activités par ailleurs ou que sais-je encore, un intérêt ou un désintérêt pour les matières techniques, par exemple? Pourquoi pas? Bref,
vous m'expliquez les choses. Parce qu'en fait, sinon, ce sera vos notes qui vont faire la sélection. Et moi, je trouve que ce n'est pas le meilleur moyen de sélectionner des étudiants. Les notes, ça compte, mais pas que les notes. Donc, ça permet d'expliquer. Et surtout, j'insiste là-dessus, ne cherchez pas à balayer sous le tapis des accidents ou des erreurs. Si vous vous êtes planté en deuxième année dans une matière fonda, ce qui fait que vous avez de pas très bonnes notes en deuxième année, je préfère vous m'expliquer pourquoi. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est super important de m'expliquer. Parce que sinon, si j'ai aucune explication, ça sera la moyenne générale, paf. Et ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, je trouve que c'est pas un critère, c'est un critère, mais pas le seul critère. Donc, il faut vous expliquer ce qui s'est passé et donc, du coup, me donner les circonstances, ce qui peut permettre de compenser. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai eu de pas mauvaises notes en première année, des mauvaises en deuxième, et puis j'en aurai des meilleures en troisième. Si je fais la moyenne générale, ça ne fera pas une bonne moyenne générale, mais si vous m'expliquez que c'est un accident en L2 pour telle et telle raison, moi je peux dire, ben, finalement, non, c'est intéressant quand même. D'accord? Donc ça, vraiment, l'aide de motivation, vous expliquez votre parcours. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis là, en fait? C'est la question fondamentale, et donc c'est pour ça que l'aide de motivation est si importante. Il y a le CV aussi qui est important. Alors, je ne vous demande pas de faire des CV extrêmement détaillés, mais pensez à mettre le maximum d'informations dans le CV. Pas un CV, vous savez, type, voilà, je sais utiliser Word dans les compétences informatiques. Bon, ben, heureusement, vous le savez, parce que vous n'êtes pas des patates, quoi. Enfin, bon, bon. Ce qui m'intéresserait plutôt, c'est quel cursus antérieur, si vous avez fait des choses à côté, vous avez été bénévole, vous avez travaillé, où vous avez travaillé, combien de temps vous avez travaillé, est-ce que vous êtes parti à l'étranger. Voilà, ça, c'est des infos qui peuvent se retrouver dans l'aide de motivation, mais qu'il faut aussi retrouver, il faut que ce soit le document synthétique. Le CV, c'est le reflet de votre lettre de motivation, on est d'accord, avec des données factuelles, des faits. Ça, c'est très important. Il faut m'aider, en fait. Voilà. L'idée, c'est de m'aider à voir la qualité de votre dossier. C'est pas de le vendre, c'est pas de le surévaluer, c'est pas de mentir. C'est tout simplement de dire, voilà, j'explique pourquoi j'en suis là, ce que j'ai fait, mes qualités, mes éventuels défauts, pourquoi pas. Moi, je suis chez Cash, hein, les étudiants pourront vous le dire. J'ai pas de difficulté avec ça. Mais c'est simplement qu'on m'explique les choses. Si j'ai pas d'explication, ah, je n'aurai pas du biscuit pour comprendre votre dossier. Je lis tous les dossiers. Hein. Je ne fais pas une sélection uniquement qu'en plein de master sur les notes. Vous l'avez compris, hein, je lis vraiment tous les dossiers. Donc, l'aide de motivation, le CV. Et alors, en plus, j'ai demandé des éléments. Vous allez voir dans le dossier quand vous le remplirez. Je vous demande de saisir sur la plateforme vos moyennes des notes en histoire du droit. Alors, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ce n'est pas forcément dirimant, on est d'accord. Si vous venez d'histoire, vous aurez une note d'histoire. Mais si vous venez de, je sais pas, de sociaux, par exemple, pourquoi pas, eh bien, vous n'aurez pas de note d'histoire du droit. C'est pas grave. Mais moi, ça m'aide aussi à sélectionner non pas forcément qu'avec des notes, mais à comprendre l'intérêt que vous avez eu et comprendre votre CV. L'idée, c'est que si vous me dites que depuis tout petit, vous rêvez d'histoire du droit et que vous tapez 9 ou 8 sur 20 aux matières historiques en droit en L1, L2 et L3, c'est que vous êtes en train de me raconter une belle petite histoire. D'accord? Donc, il faut être cohérent. Je vous demande donc les moyennes de notes. Alors, attendez, je reprends mon document très précisément. Vous aurez dans les documents accessoires, en obligatoire, il y a l'aide de motivation. J'ai mis en facultatif un projet de recherche, c'est pas du tout obligatoire, mais vous pouvez en avoir un. En facultatif, des lettres de recommandation. Alors évitez, sauf cas particulier de professionnels ou autres, mais je suis pas très fan des lettres de motivation qui veulent tout et rien dire, mais pourquoi pas. Et j'ai mis en document complémentaire, vous allez voir, les moyennes des notes historiques de L1, la moyenne des notes historiques de L2 et la moyenne de notes historiques de L3 ou du semestre 5 sur 20. Donc, je vous fais confiance, c'est à vous de faire la moyenne sur 20 de toutes vos notes avec les coefs. Mais il faudra appliquer les coefs. Moi, de toute manière, j'aurai vos relevés de notes, hein, c'est obligatoire. Donc, je vais bien voir si ça correspond, mais je ne vais pas refaire les calculs, vous voyez. C'est juste pour que je gagne du temps. Ça donne un ordre de grandeur, en fait. Voilà. OK? Je répondrai à vos questions si vous avez des questions là-dessus après. Ça, c'est les documents que je demande sur la plateforme nationale et après, documents qui vont m'être envoyés. Euh, on peut faire un tout petit point d'arrêt sur les dossiers. Est-ce que vous avez des questions précises sur les dossiers sinon ou pas?
Parce qu'après, les pièces obligatoires, c'est le relevé de notes, etc. Oui? Bonjour monsieur, en fait j'ai une question parce que j'ai eu un parcours très compliqué en L3 parce que je suis suivie par le service phase et en fait bah, je compte bien l'expliquer dans la lettre de motivation, mais je voulais savoir si dans mon cas où bah, à cause de ma situation de santé j'ai redoublé ma L3, est-ce qu'il vaut mieux en parler et prendre rendez-vous avec vous? Est-ce que la lettre suffira? Euh, alors, en fait, ça, c'est comme vous voulez. Moi, je ne pourrais pas recevoir tout le monde, mais je peux recevoir quelques étudiants, hein, j'ai toujours fait, il n'y a pas de souci. Ça dépend si vous le souhaitez le mettre par écrit ou pas, parce que vous savez, c'est voilà, en fonction des situations particulières, il y a des choses qu'on peut dire à l'oral, qu'on ne peut pas dire à l'écrit, ça peut être compliqué. Donc là, je vous laisse choisir le meilleur moyen d'expliquer les choses. Euh, de toute manière, il faut que ça soit aussi dans le dossier pour que ça fasse titre, mais pourquoi pas prendre rendez-vous, hein, c'est tout à fait possible, en présentiel ou par Zoom. Un petit rendez-vous, c'est faisable. Voilà. Je pourrais pas les multiplier à l'infini, mais typiquement, dans votre cas particulier, vous avez besoin d'expliquer des choses. Et donc, je comprends parfaitement là. Vous me faites un mail et dans ce cas-là, évidemment, je répondrai. OK? Ok, merci beaucoup. Et après, voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça dépend de la nature des problèmes qu'on rencontre. Bah, il y a des étudiants qui ne peuvent pas dire certaines choses, le mettre par écrit, c'est juste pas possible. Et puis d'autres, ça pose pas de problème parce que c'est voilà, voilà. Donc du coup, voilà, je vous laisse là choisir le meilleur moyen, mais les deux sont possibles. Enfin, il faut le mettre par écrit de façon sommaire au moins, et après on peut compléter par un rendez-vous. D'accord, merci beaucoup. De rien. Donc sur le dossier, a priori, ça va, mais on peut revenir après, hein, si, pour ceux qui arrivent en cours de route. Ça, c'est le dossier, alors c'est l'élément auquel on pense tout de suite. Deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on y fait dans le master? Là, évidemment, on va revenir tout à l'heure avec les témoignages de vos camarades, mais pour expliquer la philosophie générale de ce master. Alors, ce master n'est pas pour former des historiens de droit professionnels. Ça peut évidemment être le cas, mais ce n'est pas du tout l'objectif central. L'objectif central, il est de préparer des concours. Il est aussi de faire un peu autre chose dans un cursus essentiellement juridique, hein. Il y a essentiellement des étudiants qui viennent de droit, dans une très grande majorité, pas tous, hein, Jean Rel pourra en parler peut-être tout à l'heure. Il y a aussi des parcours un peu atypiques. On a eu des étudiants qui viennent de philo, qui viennent d'histoire ou d'ailleurs. L'idée, c'est que c'est un master de droit, mais qui fait un peu autre chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il suffit de consulter hein, sur le site de la faculté les maquettes des cursus, donc ce qu'on vous propose. En M1, vous avez moitié de matière juridique technique, moitié de matière plutôt historique. Et en M2, il n'y a plus que de l'histoire du droit, quasiment, même s'il y a encore de l'histoire du droit technique, hein, on reste dans la technique juridique parfois. Donc, l'idée, c'est qu'on continue à préparer des concours. Beaucoup de nos étudiants, vous le diront tout à l'heure, mais veulent préparer par exemple le NM ou le CRFPA et pensent que rajouter des pures techniques juridiques ne leur rapportera rien, mais ils veulent plutôt s'orienter vers la culture générale, la culture historique, faire un peu autre chose. Vous voyez, l'idée, c'est de rester dans un cursus donc, juridique, à dominante juridique, mais qui est pluriel. Donc, travailler un peu autre chose ou différemment aussi des objets juridiques parce que ça tourne quand même pas mal autour du droit, mais pas que, on va y revenir, hein. Il y a aussi la pensée politique, il y a aussi autre chose, la philo du droit, euh, des matières plus historiques, évidemment. Mais l'objectif, c'est quand même essentiellement pour des étudiants en droit, ou qui viendraient d'ailleurs, mais qui s'orientent vers un peu de droit, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un master de droit. Donc, pour vous dire rapidement, je ne vais pas faire tout le descriptif du cursus, hein, mais au semestre 1, vous avez une balance, hein, histoire européenne, donc matière d'histoire du droit, et droit européen des droits de l'homme, la version droit privé, hein, donc étude de la CEDH et de ses conséquences, notamment droit de la famille en France. En option, vous avez plein d'options, histoire de la démocratie, histoire du droit social, histoire du droit patrimoine culturel, donc c'est des matières historiques, plutôt historiques, théorie du droit, matière théorique, et droit privé comparé, matière juridique, et droit pénal spécial. C'est un choix à faire. Des langues, du sport, évidemment. Et le semestre 2, vous voyez, toujours pareil, histoire du droit pénal et droit de la fonction publique. Donc l'idée étant de rester, d'approfondir les matières juridiques et d'élargir le champ avec de l'histoire. Un cours obligatoire de méthodologie de la recherche juridique et historique et des options entre droit de l'environnement, histoire du patrimoine, pardon, histoire du droit patrimonial de la famille et droit de la peine, sport, etc. Possibilité de faire aussi un mémoire 2 M1, je reviendrai sur le mémoire
général qui est à la fois du M1 et du M2. Donc voilà pour les matières, vous voyez un équilibre entre des matières juridiques et des matières plus culturelles et historiques. Alors la spécificité du master, c'est qu'on commence le mémoire en M1. Alors c'est pas toujours respecté par tout le monde, c'est un peu difficile parce que le M1, il y a une adaptation essentiellement, hein. Mais l'idée de plus en plus, c'est de commencer le mémoire en M1 et de faire mémoire en 2 ans au lieu de mémoire en 1 an. Pourquoi? Parce que ça laisse plus de temps et ça permet de faire de meilleures mémoires à l'arrivée. Parce qu'on pense que se former par la recherche, se former par la rédaction du mémoire, c'est un point très important pour vous, parce que ça donne des qualités rédactionnelles, des qualités de recherche qui sont nécessaires après, en fait, hein. On ne sait pas apprendre plus de matières techniques, il me semble que ce n'est pas le crucial. Ce qui est crucial, c'est de développer vos compétences, les compétences personnelles. Et le mémoire, c'est vraiment, on se débrouille, hein. On va chercher, alors vous êtes accompagné évidemment, mais il y a un aspect de démarche personnelle qui est, je pense, très important. Ça, c'est pour le M1 et pour le M2, vite fait, hein, je ne vais pas vous bassiner avec ça. Mais là, on passe, il n'y a plus de droit positif technique, hein, de droit actuel, mais il y a beaucoup d'autres choses. Histoire de la pensée politique, histoire culturelle des juristes, histoire des professions judiciaires, histoire des savoirs juridiques, hein, qui est en fait une histoire de la pensée juridique, de la méthodologie de la recherche, la philo du droit, de l'histoire du droit de la famille, d'histoire du droit de la responsabilité, histoire du droit de la peine, bref. Et ce sont beaucoup de matières historiques en M2. Pardonnez-moi, j'admets les gens qui arrivent au fur et à mesure. Donc, vous voyez un panel assez large. Et le clou du M2, c'est évidemment la soutenance du mémoire, hein, vos camarades vous en parleront peut-être. C'est vraiment pour eux, ça devient de plus en plus urgent, même si on fait plein d'autres choses, on y reviendra. C'est peut-être parfois trop de choses, je ne sais pas. Mais on fait plein de choses. Donc, le mémoire, c'est vraiment ces structures, hein. Vous avez compris, le M1 plutôt à la fois des matières techniques et historiques. Et on va vers plus de culture juridique et culture générale en M2, avec le clou qui est le mémoire, qui est quoi, fuite, hein. Donc, c'est vraiment l'aspect essentiel. Et vous êtes accompagné depuis le M1 jusqu'au M2 pour le mémoire. Vous n'êtes pas tout seul dans votre coin. Un point très important, c'est qu'on choisit son mémoire. Alors, dans plein de masters, en fait, on ne choisit pas, on vous l'impose plus ou moins. Là, il y a vraiment un très large panel, hein. Quand on voit les sujets, on était hier avec les étudiants du M2 qui sont aujourd'hui présents, on entend parler de sujets complètement différents. Donc, c'est très intéressant. Ça peut être, vous pouvez venir avec votre idée de sujet. Alors, évidemment, il faut en discuter avec un responsable de mémoire qui va vous guider et parfois, ça ne marche pas. Mais il y a quand même aussi, voilà, la possibilité d'avoir des idées, des pistes de recherche, etc. Euh, Autre chose toujours sur ce qu'on fait dans le master qui est important, c'est qu'on essaie, avec plus ou moins de succès, ça dépend des promotions, ça dépend des circonstances et de la motivation des étudiants, mais on essaie d'avoir d'autres activités. Et par exemple, là, on est parti faire un atelier d'écriture dans les Alpes. C'était très chouette, dans les Alpes de Haute-Provence. Pourquoi? Parce qu'on a des activités annexes qui permettent d'aborder différemment en fait, les problématiques qu'on aborde habituellement. Et donc, ce pas de côté, mais je laisserai les étudiants vous en parler, ce pas de côté me semble intéressant. Donc, parfois, c'est même pas dans les maquettes, mais il y a toute une série d'activités, on y reviendra. Il y a aussi des conférences auxquelles on participe, parfois un peu trop, mais du coup, voilà, faut aller là, on va chercher de l'information si ça nous intéresse normalement. Et donc, il y a une sorte de vie collective. Et puis, le point central de ce master aussi, c'est l'association des étudiants du master qui font plein de choses. Je laisserai Chloé et Marie vous en parler tout à l'heure notamment, parce que c'est très important pour moi qu'il y ait une sorte de... Alors, pas du tout un esprit de corps en disant vous êtes meilleurs que les autres, patati patata, on va tous les écraser. Ça, c'est ailleurs. Faut pas venir chez nous, hein, d'accord? Si vous avez cet esprit-là, vous pouvez vous en aller. Mais plutôt dans l'esprit coopératif, collaboratif, des actions collectives, y compris aller boire un coup et aller au resto ensemble. C'est très important, me semble-t-il. Je vois Jean Aurel qui sourit. Prendre un café, c'est très important pour ce master parce qu'il y a cet esprit-là. Voilà. L'idée aussi, c'est aussi la carte d'identité du master, enfin, du moins je l'espère, qui est un master où la convivialité joue un rôle important. Je ne dis pas que tout est rouge et je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, je vais y revenir. Il faut beaucoup travailler, mais beaucoup travailler dans une bonne ambiance, ça change absolument tout que beaucoup travailler dans un esprit concurrentiel, néolibéral. Voilà, il faut dire les mots. On essaie de ne pas avoir du tout cet esprit-là, d'être en rupture et d'être plutôt dans l'aide
Et je crois qu'on est plus intelligent à plusieurs et si on s'entraide, on est tous meilleurs. Alors que dans l'esprit de concurrence, on délaisse sur le côté des gens dits moins bons, selon quel critère, je ne sais pas. Mais voilà. Donc du coup, je ne suis pas en train de vous dire que tout est parfait et que c'est le pays de Candy où tout le monde il est gentil. C'est pas la question, on est d'accord. Vous arrivez avec votre passé, avec vos idées, mais l'idée, c'est ce qui est favorisé. Voilà, je vous donne la tendance qu'on essaie de favoriser radicalement, parce qu'un master, c'est 2 années de votre vie et on est là pour apprendre des choses, on est là pour acquérir des compétences, mais on est aussi là pour essayer de passer le plus de bons moments possible avant de s'éparpiller dans la nature et le dur marché du travail et des concours, etc. C'est un monde impitoyable, donc c'est pas plus mal. Est-ce que là-dessus, il y a des questions ou Non, ça semble aller là-dessus, c'est assez clair. Dernier point avant de donner la parole aux étudiants présents, je ne vais pas les faire attendre trop longtemps. Les débouchés, c'est souvent une question qu'on pose. Donc, vous voyez, j'essaie d'anticiper sur vos questions. Ça, c'est un point crucial parce que je suis en train de vous expliquer que c'est un master différent des autres et je crois qu'il l'est. Enfin, il me semble en tout cas. Et en même temps, il mène à la même chose que les autres. C'est-à-dire qu'en réalité, on a presque tous les ans des admis à l'ENM, on a des gens qui deviennent avocats, on a des capitaines de gendarmerie, on a des agents de l'administration pénitentiaire, on a des gens qui travaillent dans les assurances, on a des gens qui travaillent dans la police, on a des gens qui travaillent, qui sont huissiers de justice. Enfin, oui, on a tout ça. Allez regarder, hein, les statistiques sont publiées, les devenirs des étudiants. Et ce qui est, je trouve assez intéressant, c'est que on fait autre chose, mais finalement, après, vous avez les mêmes chances de succès pour plein de concours derrière ou plein de professions. Donc finalement, c'est qu'ils ne préparent pas si mal aussi à des éléments du droit positif. Donc c'est un peu la contradiction, c'est qu'on fait beaucoup d'autres choses, mais le devenir des étudiants, allez regarder sur le site de l'université, hein, il y a une étude très détaillée sur le devenir des anciens diplômés. On est absolument dans les clous des autres masters juridiques, en fait. Donc c'est drôle, hein. On fait moins de technique, mais ça aboutit au même boulot, au même métier. Je trouve que c'est une donnée assez intéressante. Et donc, du coup, seulement quelques-uns continuent en histoire du droit. Parce que le but, on l'a dit, hein, c'est pas de former des historiens du droit professionnel, c'est d'apprendre autrement. Voilà. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire, avec un élément que j'ai oublié de mentionner, qu'il n'y a pas beaucoup de cours magistraux, il y en a encore, mais il y a beaucoup de séminaires. Alors, qu'est-ce que c'est un séminaire? Alors, il y en a des qui ont des mots savants pour expliquer ce qu'on fait depuis très longtemps, hein. Ce qu'on appelle les cours inversés, patati patata. En fait, c'est quoi? C'est, par exemple, je donne un exemple. En M1, je fais le cours d'histoire de la démocratie. Ben, vous avez le cours le premier jour. L'intégralité du cours, vous l'avez. Et donc, après, on travaille sur des textes, on revient sur le cours, on l'explique, on discute sur un cours que vous avez avant. Donc, vous venez pas simplement pour écrire, mais vous venez pour réfléchir, pour apprendre directement pendant le cours. On fait ça aussi au semestre 2, on veut plusieurs cours du semestre 1 de M1, et on continue en M2 avec des travaux à la fois individuels. Donc on travaille avant de venir en cours. L'idée, c'est on ne travaille pas après pour l'examen, on travaille avant de venir en cours, et on fait des travaux collectifs et aussi individuels dans ce cadre-là. L'idée, c'est qu'on apprend plus quand on le fait par soi-même que juste bachoter un cours. Voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de séminaires. C'est chronophage, hein, donc c'est pour ça que je dis, c'est pas un master, on fait rien. C'est un master, on travaille beaucoup en fait, mais on travaille un peu différemment. Un peu différemment. Qu'est-ce que j'oublie dans les M2 qui sont là-dessus? J'oublie les trucs principaux? Non? Est-ce que vous avez des questions là-dessus, les impétrants, les candidats, les futurs candidats, éventuels candidats? Non? Alors le mieux, je crois, c'est de laisser donner la parole aux 3 étudiants qui sont là. Ben, j'en vois plus que 2, mais Chloé est partie. Peut-être commencer par l'association. Ça serait pas mal, Marie, si vous voulez présenter l'association, vos activités, parce que c'est vraiment un point crucial, hein, du master. Et puis après, vos témoignages personnels, Chloé et Jean Aurel, librement, on peut expliquer ce que vous faites là, dans quelle étagère. Ok. Chloé est partie juste 2 minutes, je pense Il n'y a elle pas de va revenir. souci, hein. Allez-y, Marie. Du coup, je vais commencer. Bon, ben déjà, je m'appelle Marie et je suis en M2 culture juridique. Et je vais d'abord peut-être commencer par parler de l'association.
Je suis secrétaire générale dans l'association. Moi, personnellement, c'est la première fois que je rentre dans une asso étudiante. Je l'avais pas fait en M1, par exemple. Et c'est quelque chose qui me donnait envie là. Et notre association, elle est de retour. Notre association, ce qui est important à savoir, c'est qu'elle comprend aussi bien les M1 que les M2. Il n'y a pas que nous. Donc voilà, toujours dans cet esprit collaboratif, d'intégration. Par exemple, cette année, notre priorité, toujours dans cette dynamique-là, ça a été de faire une soirée où on faisait en fait des duos parrain filleul ou marraine filleule avec les M1. Et en fait, on a chacun commencé par apprendre à se connaître et choisir via un petit jeu qui serait notre filleul en M1. Et en fait, à partir de là, on a créé des liens pour, voilà, pour que ce soit de l'aide pour les cours ou même bah, c'est des amitiés qui se créent naturellement. Et de là est né aussi le tutorat qu'on avait déjà l'année dernière avec les anciens M2. Et en fait, c'est à la demande des M1. Ils nous disent quelles sont leurs difficultés en cours, avec quoi ils sont le plus à l'aise, le moins à l'aise, parce que c'est vrai que, mine de rien, le M1, c'est un sacré pas par rapport à la licence, notamment comme expliquait Monsieur Hakim, par rapport aux autres masters. Si vous avez des amis qui sont dans d'autres masters, parfois il y a des différences. Nous, on travaille énormément l'oral, on travaille énormément en groupe aussi, surtout en M2. Et parfois, ça peut être un peu déroutant. Et nous, on est là pour aider. C'est aussi une formation très généraliste. Donc, c'est vrai qu'il faut jongler avec le juridique, le technique, l'histoire, du droit. C'est pas de l'histoire pure. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait avant. C'est une autre méthodologie, une autre façon de faire. Et c'est hyper formateur. Mais au début, on peut être un peu perdu. Et c'est à ça que nous aussi, on sert en M2. À la demande des M1, ils nous disent, ben voilà, j'ai du mal sur ça. Et nous, on choisit dans la N2 qui est le plus à l'aise et on fait une petite séance pour les aider à se retrouver. C'est aussi beaucoup l'aspect rassuré, en fait. On les rassure, on leur dit, vous inquiétez pas, avant les examens, ça se passe comme ça, c'est pas si difficile que ça. L'oral, comment préparer un bon oral, comment s'exprimer sans être trop stressé. Ça peut être plein de petites choses, mais c'est vraiment toujours dans cet esprit de master qui est resserrer les liens et travailler ensemble. Parce que mine de rien, quand on va quitter le master et qu'on va rentrer dans la vie active, ce sera toujours, on aura toujours besoin de travailler ensemble. Donc c'est vrai que commencer à le faire dès maintenant, c'est hyper important. Après, dans l'association, ça peut être plein d'autres choses. On fait, bon, évidemment, on fait des soirées. On a fait des suites à l'effigie du master. Euh, Là, personne ne l'a ce soir, mais ils sont super beaux. Et bien sûr, on a organisé la sortie dont parlait Monsieur Hakim tout à l'heure dans le Vercors. C'était la semaine dernière, on revient juste de cette sortie-là. Et en fait, pour vous expliquer très brièvement, ça fait partie des activités qu'on fait un peu à côté du master. On avait pour but de rédiger la seconde édition d'un ouvrage qui s'appelle Le Dictionnaire des juristes lunaires et qui mêle art du récit juridique et science-fiction, pour ceux qui aiment la science-fiction. Et en fait, on est parti dans les Alpes chez un auteur de science-fiction très connu qui s'appelle Alain Damasio. Et voilà, donc on était sous sa direction artistique et sous la direction scientifique de Monsieur Hakim ici présent. Et notre but, c'était vraiment de rédiger chacun avec l'aide de chacun, un méta-récit avec voilà, des juristes du futur, leur rapport sur le monde, le nouveau système juridique. On devait chacun trouver un notre propre personnage et quel était son rôle. On lui faisait faire ce qu'on voulait. Et en fait, ça faisait encore une fois une œuvre collective, un travail collaboratif. Et tous ensemble, on a créé tout ça pendant une semaine. Après, on a fait d'autres choses. On a fait des randonnées, on a fait plein d'autres choses. Mais toujours pareil, dans cette dynamique de travailler, mais ensemble, de construire quelque chose ensemble. Moi, en tout cas, si je devais résumer mes 2 années, ce serait vraiment une des choses que j'ai appris, c'est on progresse en discutant ensemble. Quand on a des travaux à rendre, des oraux à passer, euh, on se voit, on discute ensemble de ce qu'on a fait, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que tu as compris, comment on peut faire ou chercher. Parce qu'on a, la sélection est bien faite.
parce qu'on a tous quelque chose de différent à apporter. On a tous nos points forts, nos points faibles. Et en tout cas, je trouve que dans notre promotion actuelle, on se complète super bien sur ça. Et en tout cas, on a réussi à tisser des liens qui font qu'on s'en rend compte. Donc voilà, je te laisse parler. Mais justement, c'est le propre du master que de travailler ensemble et de ne pas être isolé. Enfin, c'est ce qui expliquait Monsieur Hakim. Mais finalement, comparé à d'autres masters où il y a un esprit de compétition, où on est les uns contre les autres, ce master-là, il préfère nous fédérer autour du débat, autour des échanges des idées. Enfin, finalement, c'est intéressant puisque c'est une conversation où on apprend. Pour résumer un peu, on discute et personne n'a quelque chose de bête à dire ou son idée sera mal reçue. C'est finalement un safe space où on peut s'exprimer, échanger nos idées, puis les confronter. Des fois on a tort, des fois on a raison, mais on se sent en sécurité et je pense que c'est quelque chose qu'on crée dès le M1 et qui s'étend sur le M2. Finalement, c'est des camarades de classe, mais ça devient des amis mais aussi des personnes avec qui on échange. Et c'est le plus intéressant dans ce master, et il faut mettre le point là-dessus, c'est qu'il y a un réel esprit de solidarité, de fraternité. On travaille ensemble, on n'est pas les uns contre les autres, et c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans tous les masters. Même en licence, on y est très souvent confronté, on essaie d'être les meilleurs. Alors que là, le but n'est pas d'être le meilleur, mais de donner le meilleur de nous. Et c'est finalement une belle leçon de vie qu'on apprend et comme le dit Marie, c'est quelque chose qui va nous servir tout au long de notre vie puisque on va pas travailler seul dans un bureau. On a tous des débouchés différents, mais on travaillera, comme elle l'a dit, ensemble. Donc, on sera confronté à des collègues de travail, à des citoyens avec qui on va devoir discuter. Et c'est le plus intéressant, c'est que on a cet esprit pratique dès cette année où on nous impose pas un droit positif et une façon de penser, mais on laisse libre cours au débat, aux idées et à chacun d'exprimer sa personnalité. C'est ce qu'il y a de plus intéressant, parce on est accepté finalement comme on est et on n'est pas jugé. C'est vraiment le plus intéressant, en tout cas à mes yeux. Après, bon, il y a peut-être d'autres questions. Après, c'est vrai qu'on a vraiment des points sur lesquels on travaille. C'est vrai qu'en licence, on travaille énormément sur l'écrit. On nous laisse pas forcément la liberté de s'exprimer, tout ça. Et c'est vrai que là, dès le M1 et notamment le second semestre, j'ai le souvenir, on travaille directement l'oral. C'est quelque chose de nous apprendre à s'exprimer et à mettre, et à exprimer des connaissances qu'on a appris et qu'on a gérées. C'est vraiment quelque chose qu'on fait dès le M1. Et c'est hyper important parce que c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire avant. Et ça aide vraiment à être plus à l'aise oral. Moi, je sais que c'était vraiment quelque chose qui était difficile pour moi, l'oral. Et ce master, il est vraiment génial pour ça aussi. Voilà. Père Jean-Rel? Oui, il y a beaucoup de choses évidemment très justes qui ont été dites. Il y a aussi un point quand même qu'il faut remettre au centre, au-delà évidemment du fait que pour moi c'est un master qui est bienveillant. Alors je dis ça pour les élèves de licence, c'est-à-dire que pour rebondir aussi sur ce que dit Chloé et Marie, c'est-à-dire que vous n'allez pas être en concurrence, les professeurs vont être à l'écoute, mais il y a aussi l'exigence qui est au centre, c'est-à-dire que vous avez un corps professoral quand même qui va avoir des attentes aussi de vous. Et ça va être aussi à vous de vous mettre au niveau. Je prends mon exemple personnel. Moi, je suis un peu un bras cassé de la fac, de la faculté de droit. Mais par contre, j'ai jamais abandonné. Et pour rebondir sur ce que disait Monsieur Hakim, il faut être extrêmement transparent sur qui on est, sur le projet qu'on veut mener à bien. Et puis, bah, tout mettre en œuvre. C'est pas parce qu'on est différent qu'on en est moins exigeant aussi. Moi, je sais que j'ai été confronté à des difficultés là-dessus et que parce que, par contre, nous avancions ensemble dans ce M1 et dans le M2, eh ben, j'ai pu aussi, moi, personnellement, calquer certaines difficultés, certaines incompréhensions que je pouvais avoir. Et puis, il y a aussi un autre point qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut se faire plaisir aussi en allant faire de la recherche, en allant découvrir des choses. Moi, par exemple, je vais vous dire quelque chose, parce que je suis plus âgé du master pour information, parce que j'ai 34 ans. Moi, il a fallu que je me remette dans le bain de la philosophie, dans le bain de l'histoire.
Alors, je savais où je mettais les pieds, hein, puisque moi, dès la première année, dès le premier TD avec Monsieur Franberry, qui est aujourd'hui docteur, et dès les premiers cours avec monsieur Hakim, moi, j'ai tout de suite eu le coup de cœur. Mon master, c'était sûr que j'allais faire celui-là. Il n'empêche qu'après, il faut se mettre au niveau. Donc, à 34 ans, se remettre la tête dans la philo, dans les bouquins d'histoire, mais tout autant en faisant des liens avec ben, le droit et le droit positif, puisqu'on en fait quand même aussi en Master 1. Ben, c'est un challenge qu'il faut relever, mais voilà, je suis très heureux de l'avoir fait. Et puis, finalement, cette appétence aussi pour ben, la recherche, ben, elle permet aussi de se dévoiler, de se conjuguer avec d'autres choses, notamment le projet professionnel. Parce que si on est curieux bah, dans ses études, bah, on va l'être aussi après derrière avec des gens qu'on rencontre sur le terrain. Ça peut être aussi même dans la vie de tous les jours, hein, dans le quotidien, parce que beaucoup d'étudiants travaillent aussi à côté de leurs études. Donc, ça peut être aussi bah, une appétence peut-être pour découvrir un peu plus l'entreprise dans laquelle on travaille aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, mais il y a des principes par contre. Donc pour moi, la bienveillance et l'exigence, ce sont les maîtres mots de ce master. Et puis ben, Chloé en a rajouté un avec Marie, c'est la solidarité aussi, ça c'est vrai. Alors elles ont un petit peu mis sous silence ou pas assez détaillé ce voyage dans le Vercors, qui fait partie d'un projet bah, qui est un petit peu révolutionnaire hein, dans cette faculté où on nous donne les clés quand même d'écrire donc un méta-récit, comme vous dites, de science-fiction, tout en y intégrant donc des principes et des théories juridiques. Et mine de rien, eh bien, ça permet encore d'aller faire des recherches, d'essayer aussi de se mettre en difficulté, voilà, d'être face à une page blanche et de se dire, OK, ben, je me fais confiance et puis on va voir où ça nous mène. Parce que mine de rien, tout ça, ça peut aussi développer d'autres appétences pour la recherche, pour l'écriture, et donc, in fine, ben, déboucher peut-être sur la réussite d'un concours ou peut-être aussi révéler, parce que le projet il peut changer aussi en cours de master, peut-être révéler une appétence pour la recherche ou voilà, pour d'autres professions X ou Y. C'est le cas aussi, hein. Alors ils ne sont pas tous là évidemment aujourd'hui, mais il y a énormément de projets personnels qui vont changer en cours de master pour la raison du fait qu'on échange aussi entre nous, et entre nous, mais entre nous élèves et professeurs hein, aussi, hein. Les professeurs sont extrêmement accessibles. Et puis voilà, pour nous, en M2, il y a ce challenge du mémoire. Alors évidemment, on est extrêmement accompagné, mais comme l'a dit M. Hakim, quelque chose qui est extrêmement intéressant, ce qui est mon cas, c'est que vous pouvez venir avec un sujet. En plus, le mien, il a changé 2 fois. Non, il a changé 1 fois, pardon. Et donc, en plus, 2 sujets complètement différents. Mais vous pouvez venir voilà, avec un projet clé en main, à la seule et aussi condition que ça soit cohérent et que vous releviez l'exigence. Parce que, voilà, alors ça a l'air d'être un petit peu la foire d'empoigne quand on le présente comme ça, parce qu'on rigole, etc. Mais il y a une exigence qui est très élevée en Master 1. Enfin, du moins, moi, je l'ai vécu comme ça. Mais c'est aussi le challenge de se mettre au niveau. On est en master, on est à l'Université de Bordeaux. Donc ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Monsieur Prévost le rappelle hein, aussi de temps en temps dans ses cours. Et c'est très bien aussi comme ça. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai. Moi, j'ai trouvé que du bonheur dans ce master. Vous voyez, on parlait de philosophie, d'histoire. Moi, ça m'arrive maintenant aujourd'hui d'aller assister à des cours de philo à la fac de Montaigne, puisqu'elle est juste en face. On a la chance d'avoir aussi cette unité qui est juste de l'autre côté des rails du tramway. Donc, voilà, il faut pousser les portes. Ce master, il vous apprend à pousser des portes et puis ben, à bien regarder ce qu'il y a dans la pièce derrière. Donc je n'y ai trouvé que des belles choses et j'espère que vous y trouverez aussi que des belles choses. Voilà. Merci Jean-Aurel. Ce sont des témoignages spontanés, je tiens à le dire quand même, hein, parce que on n'a rien préparé, chacun vient comme il est, comme disait tout à l'heure Chloé ou Marie. Avez-vous des questions? On n'a pas tout abordé parce qu'il ne s'agit pas de vous faire. Il y a plein d'infos que vous trouverez par vous-même. Mais effectivement, hein, cette idée d'exigence aussi, elle est là. C'est-à-dire que souvent, on comprend mal la convivialité. La convivialité, c'est pas une excuse pour rien faire et juste rigoler ensemble. Jean-Aurel a eu raison d'insister là-dessus, hein. Il y a un niveau d'exigence qui est très fort. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui font ce master, après, ils ont les mêmes concours que les autres. C'est parce qu'il y a cette exigence. On n'est pas là juste pour glander, hein. On est bien d'accord. Mais souvent, c'est mal compris, hein. C'est-à-dire que la convivialité est prise comme un signe de faiblesse. Nous, on en fait une force. C'est vraiment ça, je trouve, qui ressort des super propos qu'ils ont tenus, hein.
euh, qui sont très justes, hein. Donc, il ne faut pas confondre les deux, mais on peut avoir les deux. Et ça demande du travail, ça demande des efforts, ça demande aussi de dépasser son propre ego, de je veux avoir raison. Ben, on apprend aussi à mettre son mouchoir dans sa poche et dire, en fait, finalement, les autres ils ont peut-être aussi raison, donc on avance ensemble. Petite question. Bonjour, du coup, moi, ma question, c'était par rapport je n'ai pas pris les TD de droit, histoire du droit, parce que j'estimais que, en fait, vu que si je choisissais ce master-là, en fait, je voulais quand même avoir, on va dire, des connaissances techniques dans les autres matières. Voilà, et du coup, je voulais savoir, est-ce que ça va être un critère, on va dire, un peu de Handicap, vous voulez dire? de handicap, voilà, merci. Ouais, non. De Euh, handicap ou pas du tout, ou en fonction des notes, vous allez dire, vous allez estimer ou autre. alors, en fait, je vous explique comment ça marche. Donc, comme je vous ai dit, moi, c'est pas la moyenne générale des notes qui fait votre admission. Voilà. En revanche, je dis pas qu'elle ne compte pas du tout. Donc, je prends un exemple, deux cas de figure. Vous êtes un étudiant ou une étudiante très moyenne, 10, 11 de moyenne générale, vous voyez, et vous n'avez jamais fait d'histoire du droit, vous comprenez que ce n'est pas tout à fait le cœur de cible. Donc, vous n'êtes pas prioritaire. Mais donc, l'histoire du droit peut permettre de compenser. J'ai admis l'année dernière des étudiants qui avaient eu que 10, 11 de moyenne générale, ce qui n'est pas assez faible, hein, on est d'accord, mais qui avaient des super notes en histoire du droit. Donc là, l'histoire du droit vient me montrer un signe, c'est-à-dire que ça m'intéresse, donc j'ai de bonnes notes. En revanche, j'ai des dossiers un peu meilleurs qui n'avaient pas fait l'histoire du droit ou peu, mais qui montraient d'autres qualités ailleurs. Donc, vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est, euh, je suis en train de vous dire que la sélection, elle se fait avec l'impression générale de votre dossier. Ça, c'est très important. C'est pas que mathématique. Les notes vont entrer en ligne de compte, je ne peux pas vous dire le contraire, mais il y a une impression générale. Et donc, qu'est-ce que je fais? Vous savez qu'il y a des listes d'admission puis des grandes listes d'attente, hein, parce que c'est une candidature surtout nationale aujourd'hui, donc il y aura d'énormes listes d'attente. Ce que je fais, c'est que je hiérarchise. D'accord? J'essaie de refuser directement aucun dossier. Mais évidemment, ça va dépendre de la place où vous êtes. Alors, il y a un premier tri, dossier refusé directement. Si vous m'expliquez que vous avez redoublé tous les ans sans raison, hein, je veux dire, s'il n'y a pas une bonne raison et que vous avez mis 2 années pour avoir chacune de vos années en n'ayant jamais une seule bonne note en histoire de droit, rien, effectivement, le dossier peut être refusé. D'accord? Mais après, je vais hiérarchiser. Évidemment, si vous avez 15 de moyenne générale, vous serez en haut de la liste. Mais c'est logique, hein, on est d'accord. En revanche, quelqu'un qui a que 12 de moyenne générale, mais des bonnes notes en histoire du droit, il peut être aussi devant de la liste. Donc mon critère, il n'est pas unique. Et si vous avez 11 de moyenne, mais qu'il y a d'autres qualités dans le dossier, vous pouvez être en milieu de liste et donc être accepté parce que l'effet d'entonnoir fait que ceux qui ont 15 de moyenne partout, ils vont être pris partout. Donc finalement, en général, ils restent chez eux, hein. Et comme c'est national, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais ça entraîne des effets terribles, hein. Il y a des déperditions. Donc on est obligé de faire une sorte de hiérarchisation. Et puis il y a des dossiers atypiques, type Jean Aurel parlait tout à l'heure de son cas, dossiers atypiques, moi je vais les placer c'est un peu au feeling. C'est pas scientifique comme méthode, hein, mais il faut le dire. C'est l'impression générale que j'ai du dossier. Euh, à première vue, dans le dossier de Jean Aurel, j'avais pas envie de le prendre parce que c'était pas un bon dossier. C'est un étudiant, un vieil étudiant, je plaisante. Euh, donc, a priori, il rentrait pas dans les clous. Mais il y avait quelque chose d'atypique, une volonté hyper forte. Et je me suis dit, tiens, et si on lui donnait sa chance? C'est un peu ça qui s'est joué, hein. On est d'accord? Parce que mathématiquement, si j'avais des critères traditionnels, ça passait pas. Ça passait pas. Donc, vous voyez, et après, je dis pas que je fais pas d'erreur. On est d'accord, hein. Là, des dossiers, en moyenne, je pense que j'en ai au moins 500. Donc, je lis 500 dossiers sur 3 jours. Je fais mes petites classifications, je fais mes tableaux, j'essaie de faire au mieux, mais on est bien d'accord, malheureusement, c'est un système qui est très perfectible, hein. On fait vraiment au mieux, hein, croyez-moi. Et mes collègues qui ne veulent pas s'embêter, ils prennent les moyennes générales et c'est vite fait, hein, croyez-moi. C'est hyper rapide. Mais du coup, voilà, je reprends l'exemple de Jean Aurel. Bah, si je prends les moyennes générales des matières juridiques que j'exige a priori, que je demande a priori, bah, évidemment, ils ne les avaient pas faites ou pas donc du coup, ils ne passaient pas. Et moi, je suis très content d'avoir Jean Aurel parmi nous, notamment. Vous voyez? Donc,
Mais c'est très perfectible, hein. C'est pour ça, donnez-moi les infos. Vous vous souvenez de ce que je disais au début? Si j'ai pas les infos, vous avez des résultats très moyens, j'ai aucune info, ben, statistiquement, vous serez tout en bas de ma liste. Ce qui est logique, hein, on est d'accord. Donc, essayez de, voilà. Et il faut rien inventer, croyez-moi, ça marche jamais. Jean Rel, vous vouliez dire quelque chose? Oui, effectivement, je rentre parfaitement dans les clous de votre explication. Et ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit au tout début, de ne pas mentir sur son parcours, parce qu'au contraire, ça peut jouer en votre faveur. Et puis, surtout, ben, on postule à un master. Alors moi, j'ai postulé à deux masters, mais le deuxième, c'était vraiment par défaut. Je voulais vraiment celui-là depuis le début. Donc, eh bien, moi, dans mon cas personnel, j'avais la volonté forte de vouloir y arriver. Euh, donc, j'ai tout mis dans la lettre de motivation et pour ça, monsieur Hakim ne le sait pas, mais si j'avais pas eu de réponse, je serais allé taper à la porte, etc. Donc, j'avais aucun doute sur le fait que c'était ce master-là. Donc, il faut que vous l'exprimiez, il faut que vous exprimez surtout, et même sur les activités annexes qui vous semblent peut-être, bah, peut-être pas très reluisantes ou peut-être que ça vous paraît pas pertinent de le mettre en avant. Au contraire, mettez le paquet là-dessus et puis faites des relations sur bah, des traits de caractère que vous avez aussi et comment ça peut s'emboîter dans votre projet pro et après derrière, même dans le master. Parce que vous pouvez amener des choses aussi au master et quand je dis au master, c'est à la pluralité aussi des gens qui vont y être. Donc n'hésitez pas à appuyer là-dessus. Si vous bossez à côté, ce qui a été, ce qui est mon cas, par exemple, ce qui peut aussi expliquer, alors comme le dit Monsieur Hakim au début, parce que des fois des mauvaises notes ou des notes pas très élevées, ça peut aussi s'expliquer. Il y a une des intervenantes qui a parlé de problèmes de santé, par exemple. Donc voilà, ça peut être un bon exemple. Voilà, il faut expliquer un petit peu son parcours. Ne pas forcément mettre la focale que sur le point de vue académique. Mettez vraiment la focale sur vous, sur le chemin qui mène à ce master-là. Et auquel cas, il sera entendu, ça j'en suis sûr. Merci. Oui, des questions encore? Allez-y. Laquelle de vous deux, vous êtes deux à vouloir poser des questions? Euh, oui, excusez-moi. En fait, je voulais savoir, au niveau de la liste d'attente, sur combien à peu près vous remontez pour avoir un ordre d'idée, s'il vous plaît. Alors, la difficulté, j'aurais pu vous répondre pour l'ancien système, parce qu'on avait un peu d'habitude. Avec le nouveau système, je vous avoue, j'ai au moins fait une liste d'attente de minimum entre 50 et 100 noms. Donc, vous voyez, pour donner un ordre de grandeur, si on imagine que j'ai, allez, je dis n'importe quoi, 300 candidatures ou 400, ça veut dire que moi, je vais essayer de classer au moins la moitié de la liste, quasiment, hein. Donc, il y aura ceux qui seront pris tout de suite et une liste d'attente d'au moins 100 ou 150 noms derrière. Mais D'accord. comme c'est nouveau, je ne veux pas vous dire jusqu'où ça va aller. J'avoue, là, j'ai pas d'idée là-dessus précise. L'année dernière, on descendait, je faisais des listes d'attente de 60 personnes et on allait quasiment jusqu'au bout de la liste d'attente parce qu'il y a plein d'étudiants qui étaient pris mais qui ne venaient pas. Mm. Cette année, j'ai plus de mal à vous répondre. Sans doute, on ira quasiment jusqu'à 100, mais ça va dépendre si les gens au-dessus de vous acceptent, s'ils s'inscrivent dans les temps. Parfois, ils s'inscrivent puis ils se désinscrivent. Enfin, c'est très, très compliqué à gérer, hein, je ne vous cache pas. Et avec un système nouveau, ça va encore complexifier les choses. Donc là, je ne peux D'accord. pas vous dire. Ok, merci. Et après, j'avais une autre Oui, question. allez-y. En fait, je me retrouve dans le cas inverse de ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que cette année de L3, enfin, comment dire? Je l'ai vécu, je l'ai bien vécu, mais en fait, j'étais pas passionnée par les matières proposées, type sûreté, affaires, vu que je veux faire de l'histoire. Ce n'est pas forcément voilà, ce qui me passionnait. Donc, j'ai fait en sorte de sortir la tête de l'eau, on va dire, mais c'est pas des notes qui reflètent, par exemple, mon parcours en histoire. Parce qu'en histoire, j'ai de très bonnes notes, j'ai des 19 et j'ai des 20. Est-ce que dans un dossier comme le mien, où je risque d'avoir l'histoire qui est quand même bien, et les autres matières qui sont un peu en dessous à 10, 11, est-ce que ça passe ou est-ce que ça peut me jouer des tours? Alors, la réponse, je pourrais vous la faire après avoir reçu tous les dossiers. Parce qu'en fait, c'est toujours D'accord. proportionnel. J'ai des années du master où je vous promets, j'ai euh, 40 candidats qu'on mentionne très bien, quasiment tous les ans. Mais dans ce cas-là, votre dossier, il arrive après eux, évidemment.
Mm. Mais j'ai d'autres années où j'assure la moyenne plutôt des candidats, c'est à 13, 12, 13, des bons candidats. Et donc, du coup, ben, votre dossier, vous me dites, vous avez super note en histoire, je vais surévaluer une note d'histoire, donc vous allez vous retrouver très bien classé. Donc c'est plutôt en votre faveur. C'est le cas que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, je fais du droit, j'y arrive, mais je suis pas emballé. Et en revanche, j'ai un truc, j'ai un kiff là, un truc qui me plaît. Mais ça, vous le mettez en avant. C'est ce que Jean Réel et ce que Marie et Chloé ont dit. C'est-à-dire, vous mettez en avant. Ça, c'est une qualité pour vous. Mais il faut bien le faire, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la lettre de motivation, dans vos calculs de notes. Vous les faites bien et vous expliquez. Voilà, c'est pas du tout. Faut pas vendre le chameau là, hein, on est d'accord. C'est juste dire, ben, voilà, je suis passionné d'histoire, la preuve, c'est que. Et c'est ça que je veux entendre. Et pas juste de l'esbrouf, vous savez, j'en ai plein qui sont que de l'esbrouf et c'est pénible quand vous lisez pour la 68e fois, depuis tout petit, je rêve de faire le master d'histoire du droit. J'ai l'impression qu'on se moque de moi, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça Ouais, qu'il faut faire, évidemment. Mais vous, par exemple, vous expliquer ce que vous venez de dire. C'est tout d'accord. bête, hein, vous expliquer. Et inversement, quelqu'un qui n'a pas pris sort du droit ou a eu des mauvaises notes, mais parce que c'est une matière en première année qu'on découvre parfois et on est un peu tout penaud et du coup on n'a pas de très bonnes notes. J'ai recruté des gens qui ont pas eu de bonnes notes en histoire du droit en première année. Du moment qu'ils montrent qu'il y a une progression, qu'il y a une volonté derrière, ça ne me pose pas de problème. Vous voyez, je ne cherche pas un profil monolithique du petit soldat de l'histoire du droit. C'est pas ça qui m'intéresse. Je cherche des dossiers qui me semblent. Vous voyez, il faut être très humble, hein. Je ne vous connais pas quand je vous recrute. Moi, je commence à connaître les étudiants du M2, là. Et c'est chouette. Mais avant, je ne vous connais pas. Donc, du coup, je fais avec ce qu'on me donne. Donc, expliquer les choses. D'accord? Ça, c'est D'accord, vraiment merci crucial. beaucoup. Il y avait une autre question, mais il y avait Jean Aurel qui levait la main aussi. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que j'entends beaucoup Alors, bon, ça se passe comme ça, hein, donc il faut aussi respecter, mais j'entends beaucoup de chiffres, de listes d'attente, où est-ce qu'on est, etc. Faut vraiment mettre la focale sur le fait que Monsieur Hakim, il crée un groupe, en fait. Alors, moi qui n'ai appétence pour le sport, ça a une résonance chez moi, mais vraiment par rapport aussi à votre personnalité. Ne voyez pas que vos notes. Vos notes, de toute façon, vous les avez, là. Enfin, vous êtes en fin de L3, donc vous savez à peu près quel parcours vous avez, mais ne voyez pas ça comme un frein ou comme forcément quelque chose d'acquis. Il y a aussi vraiment la focale sur votre personnalité et ce qu'il y a autour de la fac de droit. Chloé et Marie l'ont dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas cette force de groupe, eh bien, je ne suis pas sûr qu'on aurait relevé tous les challenges qu'on nous a imposés. Et Dieu sait si les exercices étaient divers et variés, mais toujours avec cette exigence requise, notamment pour les séminaires dont a parlé Monsieur Hakim. Quand vous vous retrouvez face à une question, alors en l'occurrence, là, c'est notre cas, très précise sur une œuvre de Montaigne, et bien là, si vous avez pas, si vous êtes tout seul dans votre coin, ça va être très compliqué, notamment pour la bibliographie, pour aussi des compréhensions de texte, aussi des pistes à creuser. Ça va être compliqué. Donc là, je parle d'un momentum. Là, c'est quelque chose qu'on va rendre la semaine ou vendredi, je sais plus. Les filles vont, je sais plus parce que moi je l'ai fait. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle d'un moment. Mais c'est comme ça tout au long des 2 années que vous allez partager ensemble. Si vraiment vous pensez que vous intégrez un master uniquement sur le fait de vos notes, vous vous trompez en fait. C'est vraiment aussi votre personnalité qui sera mise en avant et M. Hakim crée un groupe après derrière qui sera le meilleur possible et qui va aussi vous révéler le meilleur de vous-même. Ce qui a été mon cas et je pense qui est le cas aussi des filles qui sont là. Je vois qu'elles lèvent la main en plus, c'est magnifique. On va rebondir sur ce que j'ai dit. Allez-y, du coup, après, on prendra la dernière question. Ou l'avant-dernière. Moi, je voulais juste rajouter une toute petite chose. C'est aussi, moi, je me rappelle quand j'étais en L3 et que je regardais un peu tous les Zooms des masters, ce qui m'a vraiment aidé à l'époque, c'est que j'avais contacté une personne du master et qui m'avait vraiment énormément aidé, énormément rassuré, parce que là, c'est vrai qu'on présente de façon générale, mais il est possible que vous ayez des questions que vous osiez pas poser ou des choses comme ça. Donc, enfin là, vous voyez le nom de Chloé qui s'affiche, mais il y a aussi, il y a aussi mon nom, Jean Aurel. Enfin, vous pouvez vraiment nous contacter. Il y a le Instagram aussi de Mm. l'association, puisque par exemple l'année dernière, il y a certains candidats qui nous ont demandé qu'est-ce que vous mettiez dans vos lettres de motivation? Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple? Moi, je ne sais pas vraiment quoi dire. Donc, on les a un peu orientés. Et comme le précise le professeur Hakim, soyez honnête, mais bien entendu, les résultats comptent.
Mais il ne faut pas mentir sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez faire, à quoi va vous servir ce master, pourquoi ce master plus qu'un autre. Enfin, c'est là où il faut être sincère. Mais oui, il y a quand même une certaine exigence derrière. On travaille sérieusement et c'est un master qui ouvre énormément de portes. Donc, il y a une certaine sélection qui semble être logique puisque ce master-là, comme le professeur l'a indiqué, il ouvre les portes de l'ENM, de d'autres concours qui sont aussi difficiles à avoir. Et c'est pour ça qu'il faut être sincère, mais montrer que vous avez vraiment envie d'en démordre et que vous êtes réellement motivé et que si vous choisissez ce master, c'est avec une idée précise ou justement la liberté de ne pas en avoir, mais dans le but d'en créer une. Par exemple, pour parler de mon cas, je suis arrivée dans ce master, j'avais pas de projet défini ni définitif. Et mais j'avais la hargne de réussir mon master. Donc, je l'ai pas encore, mais justement, en travaillant et en se confrontant avec les professeurs et les autres élèves, on découvre ce qu'on pourrait faire et c'est le plus important. Donc, oui, soyez honnête, mais aussi montrer que vous êtes réellement motivé, c'est le plus important, je pense. Une question. Mademoiselle, vous avez une question tout à l'heure? Et après à monsieur. Moi, j'avais une question, c'était par rapport aux horaires. Généralement, le planning, c'est pas que je suis absolument sur les plannings de ça, mais vu que vous avez entendu, j'ai une fille et tout ça, du coup, je voulais juste savoir si effectivement les horaires puissent correspondre ou autre. Voilà. Alors là, malheureusement, les horaires, on n'en est pas maître, notamment en M1, hein. C'est un planning général très compliqué parce qu'il y a beaucoup de matières mutualisées. Et malheureusement, c'est vraiment l'amplitude, c'est du lundi matin à 8 heures au vendredi soir 18 heures. Donc il n'y a pas tous les jours, évidemment, on est d'accord, hein. Mais c'est un planning qu'on maîtrise pas du tout, du tout, du tout. Autant en M2, on peut adapter des choses, en M1, c'est juste pas possible. Bon, on choisit même pas en tant qu'enseignant les horaires, hein. Parce qu'il y a un emploi du temps tellement compliqué à mettre en œuvre que. Alors là, je ne peux pas vous dire. Franchement, ça peut changer d'année en année. C'est assez stable, mais là, pour le coup, c'est un peu compliqué. En M1, en tout cas. D'accord. Et une dernière question par rapport à moi, c'était par rapport au fait, je ne sais plus si vous l'aviez dit ou pas, par rapport au nombre de places qu'il y avait. Alors oui, Votre- il y a jusqu'à 35 places dans le master. Je vous dis, pour d'habitude 200, 220 candidatures, cette année, ce sera plutôt 500 candidatures. Mais encore une fois, avec une chance même assez bas dans les attentes, si je puis dire, parce que ça va beaucoup bouger en fait, hein. Vraiment beaucoup. On s'attend à ce que voilà, on va même surbooker, c'est-à-dire on va prendre 45 étudiants d'office tout de suite. Mais en fait, dans les 45 qu'on retient tout de suite, il y en a peut-être moins de 10 qui vont venir. Et après, du coup, les uns et les autres, vous allez devoir choisir assez rapidement sur une nouvelle plateforme. Donc, du coup, ça va tout de suite vous descendre, hein, dans le classement. Monsieur, vous voulez dire quelque chose? Oui, bonjour. Excusez-moi, j'avais juste une question, mais c'était pour vos étudiants. Je voulais savoir, je ne pense pas Allez-y. que ça a été dit, vers quel projet professionnel vous vous dirigez, si vous savez déjà. Est-ce que c'est plus donc de la recherche ou bien au contraire un concours dans la fonction publique ou autre chose? Parce que j'ai bien compris en tout cas que votre master offrait des débouchés, pas seulement dans la recherche, mais aussi dans les métiers de droit positif. Donc voilà, je voulais savoir ça, parce que c'est vrai que j'envisage depuis peu de candidater à votre master, parce que dans mon projet professionnel, ça je vous l'expliquerai pendant l'aide de motivation, j'ai plusieurs idées. Enfin, je sais pas encore définitivement ce que je veux faire, mais c'est vrai que comme l'histoire m'intéresse aussi, bah là depuis peu, je me suis dit peut-être que votre master aussi pourrait être intéressant, même si après je tenterai un concours de la fonction publique. Mais voilà. Donc je voulais savoir du coup si, vos étudiants, qu'est-ce que eux comptaient faire. La main est à eux. Bon, je commence. Moi, j'aimerais tenter le concours de l'ENM, donc de la magistrature. Personnellement, j'ai toujours voulu faire ça. On est beaucoup, en tout cas, dans la promo à vouloir le tenter. Ce qui est bien avec ce master, c'est qu'il permet vraiment une vue d'ensemble, une prise de hauteur, notamment en M1, parce que, comme l'a expliqué M. Hakim tout à l'heure, on touche aussi bien aux matières juridiques, soit du privé, du public, du pénal, et beaucoup de culture, avec l'histoire du droit, la philo du droit en M2.
Donc c'est très généraliste et on n'est pas sans savoir qu'au Congo, il y a une grosse épreuve de culture. Donc voilà, moi en tout cas, mon projet c'est ça, je ne vais pas trop développer, mais voilà. Pour ma part, comme je l'ai dit, je suis arrivée dans le master avec aucun projet et je l'avais mis dans ma lettre de motivation. Donc, je suis venue en me disant que j'avais un attrait pour l'histoire, que le droit positif, j'en pouvais plus. Et c'est grâce à ce master-là que finalement j'ai découvert ce que je voulais faire. Donc, en M1, ben, on vient de commencer les recherches, donc forcément, je voulais continuer dans la recherche. Mais après, on rationalise un peu nos idées, donc on se dit, bon, ça va pas être forcément possible, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, je suis allée sur les sites avec tous les concours de la fonction publique. J'ai cherché, j'ai regardé ce qui correspondait à ma personnalité, ce qui pourrait me plaire, ce qui me donnait envie de travailler. Et j'ai découvert le NPJJ, donc l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Et c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Donc l'année prochaine, après une prépa, je vais sûrement passer le concours de directeur de la protection judiciaire de la jeunesse. Mais il y en a d'autres qui vont faire l'ENAP, donc l'administration pénitentiaire, pour faire directeur, mais pour faire SPIP aussi, donc conseiller enfin, d'insertion et d'orientation pour les prisonniers. Il y a huissier, enfin commissaire de justice, vu qu'on a fusionné. Il y a avocat aussi, ouais. Il y a une personne qui veut faire enfin deux personnes qui voudraient faire de la recherche. Euh, et après, c'est beaucoup l'ENM, effectivement. Mais finalement, quand on se renseigne, on peut dire tout est possible. Donc, les débouchés, elles sont aussi riches que la curiosité qu'on peut avoir pour les concours qui existent. Peut-être Jean Brel. Oui, alors moi c'est un projet en plus qui a pas mal changé, puisque ce qui fait écho un petit peu à ce que je disais, qu'il faut aussi se faire plaisir, hein. On fait des études, faut qu'on ait un attrait pour ça, même s'il y a de l'exigence, des sélections, etc. Donc moi, mon plaisir à moi, ça a été le football. Alors j'ai travaillé en tant que pigiste pour RMC pendant quelques temps. Et puis le changement de politique rédactionnelle a fait que après, j'y étais plus. Et j'ai toujours aussi eu une autre appétence pour l'institution de l'armée. Et donc actuellement, j'ai un pied dedans. Donc un pied dedans, c'est à la Légion étrangère et mon mémoire porte dessus. Donc ma carrière est en train de se dessiner donc au travers des forces armées. Puis ça tombe bien. Et ça, c'est un conseil aussi que je donne aux étudiants. C'est que regardez aussi, si vous voulez aller vers la fonction publique, notamment, et que vous ne savez pas trop, regardez les budgets qui sont alloués aussi à certains pôles. Peut-être que ça vous donnera des idées, mais aussi ça créera des postes et des opportunités derrière. Donc voilà, donc en l'occurrence, moi je suis bien tombé puisqu'il y a quand même presque 300 milliards qui tombent là sur les prochaines années. Donc il va y avoir des opportunités qui vont se créer dans les forces armées. Et avec ce master, bien, ça vous permet de faire le malin aux messes. Bon, faut pas que ce soit le mot de la fin, Jean-Aurel. Voilà. Mais c'est aussi ça, hein, pourquoi pas? Vous Oui, voyez, ça oui. mène à tout. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Après, on coupera parce qu'on va dépasser les temps impartis. De toute manière, moi, je répète l'info importante, qui d'abord, ça sera mis en ligne, cette vidéo, si ça peut servir. Mais voilà, vous avez des contacts, l'association existe, vous avez les anciens du master. Moi, je trouve, c'est un truc que j'ai oublié de dire au début, la meilleure info que vous puissiez avoir, c'est de prendre contact avec les anciens du master, je trouve, par mail, par ce que vous voulez, enfin, peu importe, ou les croiser. Enfin, s'ils ont le temps, ils sont super dispo pour ça, même s'ils sont très occupés et vont être beaucoup jusqu'à la fin de l'année parce que c'est un master convivial où on bosse. Mais ils sont accessibles. Voilà. Donc ça aussi, c'est une info. Je trouve que c'est important, une info qui n'est pas officielle. C'est pas moi qui raconte des trucs en faisant des idées. C'est vous allez voir les gens qui sont dedans ou qui étaient dedans. Je trouve que c'est la meilleure source d'infos qu'on puisse avoir. C'est super important. Vous avez super. Merci beaucoup, Chloé dans le chat l'Instagram. Et voilà. Donc, merci. Alors, vous inquiétez pas, on était peu nombreux parce que surtout, en fait, les vidéos sont vues après. Beaucoup, beaucoup plus, hein. Il y a la première année, on a fait une vidéo, je crois qu'on était quatre. Et en fait, elle avait été vue 350 fois après. Donc, en fait, vous voyez, c'est très intéressant. Il y a peu de gens en direct, mais beaucoup de gens après. Donc, c'est vrai que toutes les questions sont bonnes à prendre parce qu'il y a plein de gens qui se posent les mêmes questions finalement et plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Mais je suis sûr que les étudiants le feront. Moi, je peux le faire par mail si besoin, même s'il ne faut pas m'assassiner
à coup de mail, mais je réponds aux mails et aux demandes d'entretien si besoin, mais comme disait tout à l'heure, s'il y a un besoin spécifique. Voilà. Si c'est pour que je répète ce qu'on vient de dire, c'est pas très intéressant, mais faut pas hésiter. LinkedIn aussi, enfin bon, ils sont super connectés ces étudiants. Merci à tous, merci aux étudiants, hein, Marie, Chloé et Jean-Aurel d'avoir été là. C'est très chouette parce que c'est vraiment la meilleure info. Ils sont super en plus, hein, je veux dire, la meilleure pub du master, hein, c'est eux, en fait. Hein. C'est eux. Donc, et c'est pour eux qu'on travaille. Allez, bonne journée à tous et puis à très vite. Au revoir.